Bonsoir ou bonjour, cher capitaine. Voici un nouveau rendez-vous de rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet. Mon invité aujourd'hui est l'incomparable Yannick Alain. Merci Applaudissements. Saïda, magnifique, mais quelle présentation, mais qu'est-ce que je peux dire après ça? My God, que je suis reçu par notre Magic Saïda Bouzinab International. Donc, Ouh, sincèrement, je suis honoré voilà, d'être invité à être interviewé par toi, Saïda. Sache-le. Donc, voilà, et je mesure à quel point j'ai de la chance d'avoir été sollicité par une belle personne comme toi. Donc, merci pour tout ça. Et très merci ravi de à vous toi. retrouver à tous, évidemment, même si j'imagine que ce sera diffusé en différé. Toi qui regardes Exactement. cette vidéo, sache que tu es béni sur 18 générations parce que tu regardes Saïda et que tu la suis. C'est important. C'est salutaire. Tu sais Au que moins les 18 générations. c'est bon pour la santé de regarder Saïda Bouzinab. Vous le verrez. Vous verrez. Merci Yannick. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet après cet éloge. Pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à cette folle aventure de rencontres inspirantes? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le thème? Outre le fait que je suis formidable et toutes les fleurs que tu m'as lancées. Non, sincèrement, tu sais, je crois, les projets sont une chose, mais je crois que on n'adhère pas à un projet pour un projet. Je pense qu'on adhère à un projet pour les hommes, et en l'occurrence là, une femme. Et donc moi, ça fait un petit moment que je te vois évoluer au travers des réseaux sociaux, au travers de. Je sais qu'à un moment donné, tu étais impliqué dans la journée de l'audace en Belgique, qu'il y avait, il y a des choses en tout cas qui se, voilà, qui est autour de toi, des signaux positifs autour de toi. Et puis je t'ai rencontré, j'ai trouvé que tu étais juste une personne délicieuse et merveilleuse. Donc du coup, je me suis dit, ben, euh, au-delà de ton projet, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'être avec toi. Voilà, et d'adhérer à ce que toi tu proposes. Évidemment, comme je suis pas mal sollicité en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des interviews et tout ça. Je dis pas oui à tout le monde, pas que je ne veuille pas, mais parce que mon planning ne me le permet pas toujours. Et donc du coup, je suis obligé d'être un petit peu sélectif par rapport à ce que je propose. Et ma sélection se fait avant tout à l'humain en fait. Et ensuite, alors j'ai deux critères en fait. Le critère, il est est-ce que humainement ça matche avec la personne. Et mon deuxième critère, c'est quelle est l'excellence que je peux percevoir de cette personne et quel est le potentiel que je vois en elle. Et si ce potentiel-là, en fait, moi, il me semble en tout cas, euh, il me semble acceptable et il me semble très positif, j'accepte. Voilà. Donc, tu as rempli ces deux critères, c'est-à-dire un critère Ah, d'excellence pour moi et un critère humain. Voilà. Excellence professionnelle et une excellence de une vision aussi, tu vois, c'est tout ça en fait. C'est l'aspect professionnel vraiment. C'est pas être parfait, l'excellence, c'est plus mhm. en fait avoir cette vision-là. Et je sens que tu as envie de bien faire les choses. Voilà, rien que parce que tu m'as dit, Yannick, s'il te plaît, regarde ta caméra. Parce que les gens comme ça, ce sera mieux pour eux si tu regardes la caméra, parce que j'ai beaucoup de mal à faire, parce que la caméra est au-dessus de l'écran et que j'ai tendance à vouloir la regarder en bas. Donc Mais voilà, je suis certaine que les internautes qui nous ils me regardent pardonneront. Voilà, je voilà, suis sûr. on a Toi, l'habitude de regarde, regarder par là. je suis sûr que tu me pardonneras ça. Voilà. Donc non, donc voilà, voilà pourquoi. Merci beaucoup. C'est pas le projet, c'est toi. D'accord. Bon, il va quand même falloir qu'on parle du projet, tu es d'accord? Mais bien sûr, évidemment, c'est sûr. Alors, la force d'un rêve, d'un projet, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qui a justement, on le voit apparaître en début d'entretien, la journée de l'audace. Je rentre directement dans le vif du sujet, Ouais, c'est juste représentatif. bah écoute, pour moi, ça veut dire en fait croire en quelque chose qui n'existe pas encore. Et je vais vous dire, il y a tellement de gens qui réussissent. Et aujourd'hui, on regarde les gens, on se dit, ah, c'est tellement facile pour eux. Ah, ils ont fait la journée de l'audace ou il est célèbre pour telle chose ou telle chose. Je prends un exemple de Norman, par exemple, ou de Cyprien, des gens qui sont des youtubeurs aujourd'hui incroyablement connus et reconnus. Mais il faut savoir que quand ils ont commencé à faire les vidéos, YouTube n'avait pas l'essor qu'il a aujourd'hui. Il faut savoir que moi, quand j'ai créé la première journée de l'audace avec Michel Poulart, avec Christophe Godefriot, avec Hervé Tchédry, avec toute cette Richard, belle équipe, Richard de Wever également, toute cette belle équipe qui est aujourd'hui qui sont aujourd'hui les cofondateurs. Moi, aujourd'hui, je porte le projet parce que j'en suis le cofondateur, le président et aussi l'investisseur principal, mais c'est un projet qui est une co-création en fait à la base. Et je crois que on a cru
déjà la journée de l'audace, quand on a cru au nom ou autre, on n'a pas eu un moment de déclic, on s'est dit, bah, c'est sûr, ça va marcher, c'est certain, on va faire un truc génial. Et on ne s'imaginait pas ce que ça pouvait devenir aujourd'hui. On a été obligé d'avoir cette vision-là, de croire en cette vision, donc quelque chose qui n'existe pas, et mettre l'énergie derrière cette vision qui n'existait pas. Et c'est ça qui est le plus dur, parce qu'il y a tellement de projets qui se créent dans votre tête. Il y a, oui, super, je crée un projet, je crée quelque chose. Il y a super, il y a l'euphorie autour de ça. Et après, ben, il faut mettre la réalité en face, la réalité économique, la réalité financière. Derrière, il y a toute une réalité, la réalité marketing, la réalité du marché. Est-ce que les gens vont accrocher avec votre truc? Et il y a tellement de projets qui se créent qu'on se dit, bon, on crée un truc, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que on a plein de doutes quand on crée en fait un projet comme ça? Et je crois que là, ben voilà, je crois que le talent d'être quelqu'un qui décide de développer quelque chose qui n'existe pas et qui croit en quelque chose qui n'existe pas, c'est d'avoir la vision, de se rattacher à cette vision-là et de tout faire pour mener la réalité à cette vision. Et je crois que c'est ce qu'on a fait avec la journée de l'audace. La première, on avait 70 personnes dans la salle. On a fait payer quelque chose comme 20 euros. On y a laissé de notre poche. On y a laissé de notre poche. On a perdu de l'argent. La seconde, j'ai fait un succès. On a fait un succès. Donc, j'ai beaucoup plus porté le projet sur la seconde. La première, on l'a porté de concert avec Michel de Poulart. La seconde, c'est beaucoup plus moi qui ai porté le projet parce que Michel, étant conférencier international et quelqu'un d'extrêmement booké, ne pouvait pas mettre toute l'énergie qu'il avait mis d'avant. Donc, du coup, j'ai pris les choses en main pour créer ce projet-là. C'est un projet sur lequel je me suis retrouvé juste à l'équilibre. En fait, sur la seconde. Et pourtant, j'ai fait un succès. Et la troisième, qu'on a fait donc cette année a été un succès aussi, mais pareil, je suis juste à l'équilibre financièrement. Je prends tous les risques. J'ai misé 25 000 euros, mais ces 25 000 euros, je les récupère pas en fait en argent. C'est-à-dire que je suis à l'équilibre, c'est-à-dire que j'ai remboursé tout ce que j'avais à rembourser et tout ça, mais je ne suis pas dans une logique de gagner de l'argent avec ça. La journée de l'audace, ça me fait gagner de la notoriété parce que du coup, les gens savent que c'est moi qui l'organise, donc en tout cas qui porte le projet. Hein. Je suis pas tout seul, hein, j'ai une team. Ça, on pourra peut-être en parler aussi, mais sans équipe, je ne fais rien moi. Donc voilà. Donc moi, je donne l'impulsion, je donne l'énergie, je donne les axes, on va dire, et encore, je les donne. C'est pas du contremaître, hein. Je les de concert avec l'équipe et voilà, et je m'entoure en fait de tout ça. Donc pour moi c'est ça, c'est-à-dire c'est croire en l'invisible, c'est-à-dire croire en quelque chose qui n'existe pas, s'accrocher à ça et puis qui aurait cru que la journée de l'audace aurait l'aura qu'elle est aujourd'hui il y a 3 ans quand elle est née. Ben nous on y a cru. Voilà, qui aurait cru que avoir des ordinateurs personnels comme Steve Jobs y a cru à un moment donné pour tout le monde, alors que tout le monde pensait que les ordinateurs, ça n'était que pour les entreprises et que les gens n'auraient qu'à faire, n'auraient absolument rien à faire des ordinateurs. Personne n'y croyait. Lui, il y a cru. Ils ont développé, il y en avait plusieurs qui y croyaient, mais lui, en tout cas, il a développé un système qui fonctionnait bien et il a démocratisé l'ordinateur dans nos foyers. Et si aujourd'hui on a des ordinateurs dans nos foyers, c'est typiquement parce que Steve Jobs a eu ce rêve un jour. Et quelqu'un d'autre aurait eu ce rêve-là à un moment donné. Il n'empêche que lui, il l'a eu. Il a eu l'audace de le faire. Et il y a cru, il y a misé sa chemise, il y a travaillé dans le garage avec ses amis. Et il a créé quelque chose d'incroyable. Mais lui, il ne savait pas où ça allait se mener. Il ne s'imaginait pas milliardaire, je pense, à l'époque. Je ne pense pas qu'il s'imaginait l'impact, même s'il était très ambitieux et que l'ambition a une part très importante dans la réussite d'un projet. Parce que si on joue petit, eh bien, on gagne petit. Par contre, si on commence à jouer et à voir plus grand, on mise plus grand. Ben, je crois en tout cas que des gens comme Steve Jobs, comme nous pour la journée de l'audace, comme toi pour ton projet, on croit en des choses et puis on y va. Après, ça ne nous empêche pas de nous planter. Et ça n'empêche pas de réajuster les choses, de dire tiens, ben, on va repenser les choses, on va refaire. En tout cas, je crois que il faut arriver à croire en quelque chose qui n'existe pas pour lui donner une véritable réalité. Et quelque part, on est des parents en fait on est des créateurs en fait, on est des créateurs de mouvements, de réalités ou autres. Et je trouve que c'est chouette parce qu'après, ben voilà, parce qu'au moins on ose faire les choses. Je crois que l'audace est au cœur de tout ça. Et la journée de l'audace, tu sais qu'au début, la journée de l'audace, elle n'a que pour vocation de générer des déclics. Au début, c'est de se dire tiens, on met des gens dans une salle et ces gens dans cette salle-là, je veux qu'ils aient des déclics. Je veux qu'à un moment donné, ils se disent le seul objectif de la journée de l'audace, c'est qu'en sortant, vous vous disiez pour moi, c'est possible. Juste ça. Mais ça n'est pas axé que sur la réussite.
alors, la réussite, oui, c'est axé sur la réussite parce qu'on veut que les gens réussissent, mais ça peut être une réussite sportive, ça peut être une réussite contre la maladie, par exemple, ça peut être une réussite financière, ça peut être une réussite entrepreneuriale, ça peut être un défi, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a des sportifs de haut niveau qui viennent, on a des conférenciers internationaux, on a des personnes qui ont des histoires incroyables de vie, de santé qui sont incroyables. Voilà, on a tout type de parcours de vie qui fait que l'idée, c'est de faire dire aux gens, c'est capable. On a des coachs aussi qui viennent pour donner leurs astuces ou autres, parce que ben voilà, ça, on a une part outil, une part inspiration dans tous les domaines de vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit un défi de santé ou autre. On a tout ça en fait. Et ben, il me semble en tout cas moi que aussi, je crois que quand on fait un projet aussi, il faut voir est-ce que c'est juste pour les gens, pour les autres. Tu sais, est-ce que ça apporte? Parce que tu sais, on est tous tellement, en fait, surtout dans ce monde du développement personnel actuellement, on a beaucoup, en tout cas, moi, je vois beaucoup de gens qui se trompent dans l'intention. C'est-à-dire qu'ils voient que on va avoir de l'aura. Toi, Saïda, tu as de l'aura, que moi j'ai de l'aura, que un Michel va avoir de l'aura, que un David Lefrançois va avoir de l'aura. Et du coup, on est plus attiré par cette aura et cette envie de briller plutôt que par l'envie d'éclairer. Et, et ça, en fait, je trouve que d'un point de vue intention, je pense que quand un projet réussit ou pas, c'est que justement, tu ne perds pas cette intention de vue. Notre objectif, c'est avant tout, quand tu veux monter n'importe quel projet, c'est de contribuer. Et je sais que cette notion de contribution, elle peut paraître floue pour certains. Mais quand tu veux contribuer à quelque chose, quand tu veux, pour moi, on va dire, impacter le monde positivement et que ta pierre à ton petit niveau, tu sais, moi je suis à un tout petit niveau, je me vois tout petit et juste essayer d'essayer de faire des choses plus grandes que moi. Mais c'est juste mon objectif, il est là. C'est de se dire, qu'est-ce que j'apporte au monde? C'est quoi ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Alors que la majorité des gens sont dans une logique de comment je peux briller aux yeux du monde? Comment est-ce que je peux gagner de l'argent pour moi ou autre? Et je crois que c'est une illusion, ça. Et ça me fait penser à, tu sais, je sais pas si tu as vécu ça, toi, Saïda, je sais pas de quelle génération tu es. Je crois qu'on est à peu près du même âge. Moi, j'ai 36 ans. Moi, je suis un peu plus. Un peu plus jeune. Ah, d'accord, ok. Bon, mais peu importe, mon avis. Peu importe. Donc, l'idée, c'est de se dire, moi, j'étais à l'époque des boys bands, tu vois, où il y avait Oui, je connais. Et comme je suis chanteur, que j'ai une fibre artistique, quand j'étais petit, je rêvais de devenir célèbre. Et c'est vrai, c'était OK pour ça. Et par moments, j'ai l'impression que les gens se trompent dans cette intention-là. C'est de dire, hey, on est dans la relation d'aide, les amis. Alors, les chanteurs, à leur manière, ils sont dans la relation d'aide parce qu'ils donnent du bonheur, ils donnent du plaisir, ils donnent du réconfort aux gens, ils donnent des émotions et c'est cool. Mais on sait tous qu'on ne peut pas être tous des Johnny Hallyday, on peut pas tous être des Michael Jackson, on n'est pas tous là-dedans. Voilà, on peut pas tous être des Lionel Richie, je suis un fan. On peut pas tous être comme ça. Enfin, rapidement, tu rêves quand tu as 13, 14 ans, 15 ans, et on se dit que bah, si tu peux peut-être y arriver, c'est possible, mais que tout le monde ne peut pas. Peut-être que tu n'as pas le talent encore pour être un chanteur comme Lionel Richie ou un Pavarotti ou autre. Peut-être que tu n'as pas tout ça, mais au bout d'un moment, tu t'en rends compte et tu dis, bon, ben, écoute, c'est peut-être pas pour moi ou autre, c'est une petite frustration, mais c'est peut-être pas pour moi, peut-être que mon chemin à moi, il est ailleurs. Et juste ne pas se laisser aveugler par les paillettes. OK? Par le côté paillettes, le côté. Alors, j'ai une amie qui s'appelle Mélissa Normand, voilà, qui, elle, est dans les paillettes à mort. Mais je l'aime beaucoup d'ailleurs, hein, mais disons que, en plus, c'est pas vraiment son message, c'est son message, voilà, mais elle a un message beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus intense que celui-là. Mais c'est juste de se dire, OK, les paillettes, c'est une chose. Maintenant, c'est l'ego qui veut des paillettes. OK? Maintenant, l'intention. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Ton ego, lui, quoi qu'il en soit, il sera toujours là. Moi, j'ai un gros ego. J'ai envie de briller. J'aime briller. J'ai envie de tout ça. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, je me dis, si mon ego, il est au service de mon projet, ça marche. Ça marche, OK? Maintenant, si mon ego, il est à mon service à moi, je fais une erreur. OK? Mon ego, il m'aide à être ambitieux, il me met en colère quand j'arrive pas à quelque chose, quand je vois quelqu'un me dépasser et que j'ai envie d'y aller encore plus et que j'ai envie de courir parce que j'ai envie de faire encore quelque chose de plus grand, de plus ambitieux, de plus machin, de ça. Ça, mon ego, il me plaît pour ça. Parce qu'il est au service de mon projet. Maintenant, j'essaie toujours de faire attention. Et vous savez quoi, les amis, je peux encore tomber dans ce piège-là.
Je pense encore que s'il vous plaît, si vous me voyez tomber, mettez-moi des claques. Jetez-moi des cailloux. Pas trop fort les cailloux, ni trop gros, mais jetez-moi des cailloux. Voilà. Mais voilà. Mais je peux tomber là-dedans. Mais autant que possible, très régulièrement, je me pose, je me dis, Nick, est-ce que c'était dans la bonne intention? Est-ce que c'est bon? C'est chouette de faire des conférences. C'est chouette d'être vu par un public et d'être applaudi et tout ça. Maintenant, est-ce que réellement c'est au service de mon projet et de ce que j'ai envie d'accomplir? OK? Et donc voilà. Donc moi, en tout cas, par rapport à ta thématique à toi, c'est ce que ça m'inspire. Mais tu as dit plein de choses super intéressantes, plein de points sur lesquels on va revenir. Je vais revenir notamment au fait que tu as dit qu'il y a plein de doutes quand on veut se lancer dans un projet ou dans la réalisation d'un rêve. La réalisation d'un rêve, c'est croire en l'invisible, en quelque chose qui n'existe pas encore. Mais si on en est intimement convaincu que c'est possible, nous, on le ressent dans nos tripes, comme on dit. L'entourage, pas nécessairement. Forcément, c'est mon corps, c'est pas le leur. À partir de là, on a déjà nos peurs, nos craintes, nos doutes à nous de savoir comment s'y prendre, est-ce qu'on va oser, pas oser. Mais en plus, on a l'entourage qui en rajoute une couche. L'entourage proche, parfois, par amour pour nous, par inquiétude pour nous, ou parce qu'eux ont essayé et qu'ils n'y sont pas arrivés, ils projettent leur peur sur nous. Et puis, dans un cercle plus élargi, il y a la société qui fait que, bon, ce sont des questions qui reviennent souvent, mais on a des contraintes. On revient sur Terre, on n'est pas dans le monde des bisounours, etc., etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Alors, je dirais que je les comprends parce que moi, j'ai les mêmes problématiques en vérité. J'ai les mêmes problématiques. Maintenant, je les ai un petit peu moins parce que j'ai développé quelque chose vis-à-vis de mon entourage euh, qui est un saint graal en fait. En tout cas, quand on a un entourage et quand on a une image comme la mienne, qui est une image de stabilité financière ou autre, c'est que j'ai développé de la crédibilité. Et je crois que à ma place, c'est facile. Que les gens, je leur dis, je vais entreprendre ça. Ils m'ont vu réussir d'autres projets, donc ils disent, OK, d'accord. Mais au début, comment est-ce que tu as fait? Au début, déjà, je pense que il faut savoir faut savoir voir qui est une personne ressource, qui ne l'est pas. OK. Moi, je crois que il ne faut écouter que quand on a un projet qui est un projet qui est un projet qui n'est pas celui de votre entourage, qui n'est pas celui de votre entourage proche en général. En fait, de toute manière, vous aurez des résistances parce que par rapport à plein de choses, par rapport à tout ce que tu as évoqué, par rapport à de l'ego, parce que eux de leur côté, ils n'y sont pas arrivés, que du coup te voir y arriver, c'est compliqué, parce qu'ils n'y sont pas arrivés, qu'ils ont peur et qu'ils s'inquiètent pour toi, parce qu'ils n'y sont pas arrivés et que des amis à eux n'y sont pas arrivés, que donc du coup ils te projettent leur propre peur dessus. Donc, je crois que quand on a un projet ambitieux, il ne faut écouter que des gens qui ont déjà accédé à ce que vous voulez et qui sont passés par là où vous êtes. Et je crois que toute autre personne qui pourrait potentiellement vous conseiller, vous aider ou autre, si c'est positif, prenez et voyez. Sinon, protégez votre rêve. C'est-à-dire protégez-le. En fait, c'est une question de protégez-le des personnes qui peuvent potentiellement, en fait, vous le savez, en plus, quand on en parle à quelqu'un, on a beau avoir des amis ou autre, mais protégez votre rêve parce que votre rêve au début, quand c'est comme un petit poussin quand il arrive tout juste à sortir de sa coquille, il est fragile. Et cette fragilité, il faut la protéger, en fait. Il faut que vous soyez, votre projet, c'est, hop, il peine à sortir de sa coquille. Il commence à sortir, vous commencez à voir à quoi il va ressembler. Ben, il faut que vous soyez un père ou une mère de famille, que vous protégiez votre projet des agressions extérieures. Et l'agression extérieure, ben, ça peut être potentiellement votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, des gens qui vous aiment profondément, qui vous disent là, tu es en train de te planter. Encore une fois, peut-être. Parce que peut-être que vous êtes déjà planté. Et qu'au début, quand on commence à se planter, voilà. Et je crois que ça, il faut que vous protégiez ça. Et que vous fassiez les choses telles que vous les disiez. Après, il y a une notion de risque et de danger aussi. C'est-à-dire que je pense aussi que, comme tu le disais, j'aime pas dire qu'on n'est pas dans un monde de bisounours parce que je pense qu'on peut être un bisounours, mais avoir la lucidité aussi de ne pas se faire avoir aussi. Et on peut être un gentil. C'est un de mes chevals de bataille. En fait, j'ai toujours été révolté de voir que c'était toujours l'impitoyable qui était censé réussir et que si on était trop gentil, on n'était pas fait pour les affaires, on n'était pas fait pour réussir. Et du coup, on associe la réussite avec
de l'impitoyable, avec du sans cœur, avec de tout ça. C'est quelque chose sur lequel je n'achète pas cette idée-là et je veux créer un mouvement là-dessus d'ailleurs. D'ailleurs, tu as peut-être vu ça sur Mhm. Facebook. Donc, c'est pas vraiment pas j'achète pas ça. Moi, je suis un vrai gentil. J'ai jamais renié mes valeurs et je m'en sors très bien dans ma vie et c'est très bien. Et je suis un passionné de business et c'est OK pour moi. Le truc, c'est que j'ai fait une digression, du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais. Par Euh, rapport au fait qu'on est gentil, mais qu'on peut réussir, le monde des ouais, voilà. bisounours, Ouais, qui a des voilà. C'est que, en fait, contraintes. je crois que on est capable de réussir avec ses valeurs. Le tout, c'est de se battre pour son projet, de protéger son projet. Et au début, parce que c'est fragile pour vous aussi, il faut pas se leurrer. En fait, un projet, c'est fragile pour vous aussi. Ben, soit vous le faites avec des gens qui y croient autant que vous, et là, c'est top. Et quand bien même, vous verrez que des fois, il y en a qui y croient un petit peu moins. Et du coup, vous allez être obligé de donner de l'énergie, ben voilà, pour ça aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, protégez au début votre rêve. Faites, ayez vos premiers résultats. Puis après, voilà. Et si vous avez quelqu'un à écouter, n'écoutez que celui qui a ce que vous voulez avoir. Voilà, ou celle qui a ce que vous voulez avoir et qui a potentiellement été à votre place. C'est top. Et après également, pardon, je parlais de risque et de danger. Mhm. À un moment donné, il faut aussi savoir évaluer le prix à payer. En fait, c'est-à-dire que il y a plusieurs prix à payer quand on veut faire quelque chose. Et on en parle souvent, mais je trouve qu'on ne pousse pas assez en fait cette notion-là. Dans le prix à payer, on met souvent une notion de souffrance dedans, en fait, ou une souffrance ou d'argent ou autre, ou de quelque chose qu'on va devoir laisser. Mais en fait, il peut y avoir plusieurs prix à payer, en fait. C'est-à-dire que le prix à payer aussi, ça peut être quand on crée un projet, se dire et savoir se dire, même si on est dans un monde positif, génial, de welcome, on veut pas ce qui est négatif ou autre. Moi, je crois qu'il faut aussi de la lucidité. Et quand, si par exemple vous êtes un chômeur de longue durée et que vous me dites Yannick, j'ai envie de monter un projet, que le projet va prendre 3 ans à monter ou à stabiliser, je vais te dire, écoute, comment tu vis entre-temps. OK? Je veux bien, moi, que tu montes ce projet-là. C'est un très beau projet. Tu as le droit de l'essayer, tu as le droit de te planter, tu as, le droit de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe si? OK? Et je crois qu'il y a 3 hypothèses à avoir, en fait, quand on veut créer un projet. C'est qu'est-ce qui se passe sur ce qui se passe bien. Ça, c'est l'hypothèse moteur. C'est ce qui va vous aider à avoir la vision ou autre. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe moyennement bien? Ça, c'est 90% des cas, ça se passe, mais moyennement. Et qu'est-ce qui se passe si ça se passe très mal? Si je vais dans le mur, qu'est-ce que je perds? Aujourd'hui, moi, je sais qu'une journée de l'audace, potentiellement, si je me plante, je perds 25 000 euros. Je suis prêt à les perdre. OK? Je suis prêt à les perdre. Sans que ça te mette en danger, ta famille ou toi. Évidemment, mais bon, aujourd'hui, ma société, Oui, mais c'est j'en suis important à à un savoir. niveau de business qui fait que je sais que 25 000 euros, je peux les perdre et je ne mets pas en danger ma société, je ne mets pas en Voilà. danger mon business, je ne mets pas en danger ma famille, je mets pas. Ça, c'est un danger. Mhm. Si je mets tout là-dessus, c'est de l'inconscience même. OK? Mhm. Par contre, si j'ai pas l'argent ou autre, je peux mettre en place un plan pour avoir l'argent, réunir cet argent-là et ensuite pouvoir le miser sur quelque chose. OK? De la même manière qu'on va miser sur un projet, qu'on mise sur des gens, des associés ou autres. Mais voilà, une mise, on ne joue pas notre vie. OK? Voilà. Et D'accord. ce que je pense, c'est le message que je veux laisser aux gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je donne des cours, par exemple. Je suis un fervent défenseur de l'entrepreneuriat. Je pense que créer son propre emploi, devenir son propre patron, c'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Maintenant, il y a des personnes, c'est pas le step. Tu as des gens, ils ont déjà besoin de stabiliser un travail, un salaire, pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir monter leur boîte. Et pas partir du RSA. En France, on a le RSA, c'est l'aide sociale, Mhm. ou du chômage ou autre, pour d'un seul coup passer à l'entrepreneuriat. Si le gap est trop grand et qu'il n'y a pas les leviers financiers pour pouvoir réussir son projet, à un moment donné, il faut peut-être passer par la case employé. Et donc, du coup, j'ai une formation qui s'appelle Candidature irrésistible, qui est spécialisée là-dedans. Comment est-ce que tu fais pour trouver un job qui te plaît? Voilà. Pour ensuite passer à la transition et à l'entrepreneuriat si tu en as envie. Si tu te plais Mhm. dans ton job, c'est OK. Mais en tout cas, je crois que c'est des choses à envisager quand on a un projet. Euh, Justement, comment, comment est-ce que tu as senti que pour toi, il était temps de réaliser ta première entreprise, de créer ta première entreprise? Est-ce que tu étais employé avant, je pense, hein? Ben, moi, je me suis planté déjà. J'ai craché des entreprises. Donc, du coup, j'ai craché une entreprise. Quand je suis sorti des études, en fait, j'ai voulu monter une boîte avec mon père. Mhm.
Et il s'est trouvé que ben voilà, j'étais un petit peu jeune, je pense, pour gérer cette boîte-là. J'en étais le gérant. En réalité, mon père gérait plus ou moins tout, mais j'en étais le gérant et j'ai fait des mauvais choix et puis j'ai craché le truc et mon père a repris. Moi, je suis sorti du game et c'était très bien. Tu vois, donc voilà. Mais typiquement, j'étais pas prêt. À l'époque, j'étais pas prêt du tout. Il fallait que je sois employé. Il aurait fallu que je monte un petit peu mes trucs. Et voilà ce que j'ai fait par la suite. Je suis devenu directeur commercial, directeur général. Je suis allé très très vite après dans ma carrière. Mais il n'empêche que ben, ça a été pour moi en tout cas difficile en tout cas ce côté entreprendre au début ça n'a pas été simple quoi. Mais Ça a c'est pas été important de le souligner. Donc, toi, tu t'es lancé directement, puis tu Ouais, as je me suis lancé. compris. Après, en fait, alors, je me suis lancé. Moi, je me suis lancé, je me suis planté. J'ai repris des jobs d'employé. Il a fallu que je me reconstruise ma confiance parce que quand on plante, en fait, on tue un peu sa confiance en soi. Mhm. Bon, voilà, que je me reconstruise, que je reconstruise ma confiance autour de mon métier, du commerce, de tout ça. Puis après, j'ai évolué. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai gagné de l'argent en étant employé, parce que je gagnais très bien ma vie. En tout cas, à mon niveau, je gagnais très bien ma vie. Et je me suis dit, tiens, je me rends compte que j'ai plus envie de ça, en fait. Je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. C'est sûr et certain. Mhm. Du coup, il faut que je quitte les choses. Il faut que je quitte pour créer ma boîte et je savais pas trop quoi créer. Mais on est en France, je savais que j'avais du chômage, je savais que j'avais tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, tu as peut-être un peu le temps de réfléchir. Voilà. Et du coup, j'ai passé un an en fait à me chercher après que j'ai quitté ma boîte. J'ai monté une petite boîte, mais c'était un prétexte. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai arrêté, je suis sorti j'ai investi et puis j'ai récupéré mes billes et je suis parti. Puis j'ai réfléchi et puis je suis tombé sur des blogs, tout ça, des gens qui travaillaient bah, du web, tout ça. Je trouvais ça intéressant. Puis j'ai commencé à monter mon activité de coaching. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc je m'étais dit, au pire des cas, je reprends un job d'employé, quoi. Tu vois, je m'étais dit, si ça marche pas, au bout de 2 ans, on a 2 ans de chômage, nous, en France. Je me suis dit, au bout de 2 ans, je prends un job d'employé. Puis, Dieu bénisse, je suis allé très rapidement. Mhm. Voilà, j'ai gravi très rapidement les échelons et j'ai trouvé mon X, ou en tout Oui. cas, mon premier X assez rapidement. Tu vois, je suis tombé dessus assez vite. En tout cas, j'étais pas trop loin. Puis, petit à petit, j'ai fait. C'est pareil, t'es pas obligé d'être complètement sur ton X pour commencer à faire les choses. Mais c'est vrai que quand tu te retrouves dessus, ça va beaucoup plus vite. Mhm. Mhm. Mais tes Voilà. expériences précédentes t'ont forgé le caractère Ouais, et ouais. ainsi tu as compris aussi, un des conseils que tu as donné, c'était se diriger vers les personnes qui t'inspirent et qui potentiellement sont passées par là. Donc tu as regardé Et des ça se blogs, paye aussi. Ça se paye aussi, hein. tu as en fait, tu t'es entouré. C'était une des choses que tu as dit Ben, au c'est l'équipe. départ. Moi, Il c'est faut l'équipe. aussi Mais rechercher de l'aide. Il faut aussi s'entourer de personnes qui t'inspirent, qui te soutiennent. Et donc, c'est ce que tu as fait pendant un an. Tu as recherché l'inspiration pour, ouais, ouais, pour ouais. savoir vers où te diriger. Parce que ce qui est étonnant, c'est que tu dis, tu savais que tu ne voulais plus être employé, mais tu ne savais pas encore quoi faire. Et donc, tu as Je ne savais cherché. pas trop quoi faire, mais j'avais fait un petit exercice qui était sympa, c'est que je me suis cassé la jambe en fait, et c'est en me cassant la jambe, ça m'a donné un déclic en fait de me dire tiens, bizarre, la boîte tourne toujours et tu n'es pas là. Ah, tiens, c'est bizarre. J'avais le syndrome de l'indispensabilité, tu sais. Tiens, la boîte tourne toujours mais tu n'es pas là. Bah ouais, mais on s'en fout en fait en vrai. Tu vois que la boîte soit là, ouais, t'étais qu'un pion dans le truc, et puis bon ben voilà, t'es peut-être un pion, t'es peut-être une dame ou un truc parce que dans la boîte t'es à un haut niveau, mais en réalité la boîte elle attend pas après toi pour tourner, donc du coup elle c'est un système, t'as un mec plus intelligent que toi qui a monté un système qui marche, il a besoin de toi mais pas vraiment besoin, donc du coup c'est fabuleux. Tu vois, donc du coup j'avais ce truc là en fait qui était pour moi, et puis je me suis dit tiens, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce que tu aimes faire. J'entendais bien ça. Tu peux répéter? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait Retenez que bien les ça, gens les viennent? capitaines. Pardon? Je dis, retenez bien ça, les capitaines. C'est super Ouais, important ce que tu ouais, viens ouais, de dire là. si vous voulez coucher ça sur une feuille, qu'est-ce que j'aime faire? Et vraiment, qu'est-ce que vous aimez tout faire, hein, même y compris des jeux, de la PlayStation, de tout ce que vous voulez. Mettez vraiment tout ce que vous aimez faire. Vous mettez dans la pièce de j'ai tout ce que je veux. Voilà, je rêve. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire et qu'est-ce que j'adore faire. J'aime chanter, tu peux tout mettre dans cette feuille-là, tu vois. Après, qu'est-ce que je sais faire? C'est les compétences que j'ai déjà acquises. Donc là, vous partez de la maternelle.
puis vous montez petit à petit, vous allez voir toutes les activités que vous avez fait. J'ai fait du javelot, j'ai fait du machin, donc j'ai une appétence au sport, j'ai une appétence à, je sais pas si on dit appétence, oui c'est ça, Oui. je sais pas moi, à être doué avec l'informatique et l'électronique. C'est moi qui répare les ordinateurs à ma maison, chez moi, donc j'ai une certaine, c'est facile. Je suis chanteur. Donc du coup, tiens, j'aime chanter, je sais chanter, en fait, et bien chanter. Bon, objectivement, hein, je veux dire, c'est comme ça. J'ai une sensibilité à la musique, à l'artistique, à tout ça. Bon, moi, je mets vraiment tout ce que je sais faire. Ça, c'est le volet compétences que vous avez, c'est de l'acquis, ok. Ou en tout cas, et même si c'est un petit acquis, c'est un acquis, ok. Puis, une fois que vous avez passé ce step-là, et là, vous avez plus besoin des autres. Souvent, parce que souvent, on s'autorise pas à se dire qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce qui est vraiment, sur quoi je suis vraiment bon. Et de la même manière que vous êtes la seule personne dans la pièce que vous ne pouvez pas voir, des fois, c'est difficile de se regarder dans la glace et de se dire qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce que je sais faire. Et là, du coup, il faut aller chercher un petit peu à l'extérieur. Donc, moi, je vous invite à aller chercher auprès de vos parents, d'abord, des gens bienveillants uniquement. Qu'est-ce qui te semble, voilà, pour moi, quelles sont mes qualités? Ça, c'est que les qualités. Ça, c'est pas mal de leur demander, selon toi, quelles sont mes 3, 5 qualités que tu me reconnais. Qu'est-ce que tu me confierais à moi plus qu'à un autre? Si tu devais venir me voir sur une chose, tu viendrais me voir sur quoi? Voilà. Moi, il y a plein de gens qui me disaient, je viendrais me voir pour me faire coacher parce que tu es tellement, tu me donnes de l'énergie parmi mes amis, hein. Et vous envoyez ça à une 20 maximum de personnes possibles, 25, 30 personnes. Vous avez des gens qui vont pas vous répondre ou autre. Si vous avez une vingtaine, même 5 à 10 réponses, vous allez voir que vous allez être étonné de savoir ce que vous apportez aux autres. Et ça va vous permettre en fait d'avoir une lentille et de dire tiens, c'est rigolo, ce qui ressort de moi, mon identité, mon positionnement, c'est ça. C'est ce truc-là. Là. Et ça, moi, je trouve que c'est un exercice intéressant parce que moi, ça m'a permis de voir. Ça m'a pas permis de définir précisément ce que je voulais faire. Par contre, ça m'a permis de me dire tiens, je sens que je suis fait pour autre chose. Je sens que je suis fait sur le coaching, sur tout ça, voilà. Et après, c'est mes recherches qui ont fait que j'ai collé les morceaux petit à petit. Et vous savez quoi, les amis, je suis encore en train de recoller les morceaux. Je suis encore en train de coller les trucs, de dire, tiens, voilà. J'ai découvert récemment que la gentillesse était un positionnement sur lequel je me sentais à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est bizarre, mais récemment, en fait, Martin Latulippe a fait un témoignage pour moi. Et la première chose qu'il m'a dit, en fait, il m'a dit, Yannick, si j'avais un mot pour te qualifier, c'était sympathique, gentil, sympathique. Et quand j'ai fait une conférence pour lui à la meilleure année de votre vie, il m'a présenté en disant que vous allez voir, c'est un garçon gentil. Et bizarrement, moi, ça résonnait mal chez moi. En fait, Oui. j'avais un truc, je me disais, j'ai pas envie d'être le gentil. Tu sais, Je comprends tout à fait. juste, j'ai pas envie, quoi. Ça me plaît pas. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas moi qui vais pas bien. Parce que moi, je suis gentil, mais quelque part, c'est une vertu d'être gentil. Quand on est méchant, on détruit. Quand on est dans une logique de destruction. Quand on est gentil, on est dans une logique de construction. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai honte? J'ai honte parce que pour les gens, ça a une connotation un peu négative d'être gentil. Et je me suis dit, mais pourquoi? Voilà. Et tu vois, j'ai découvert ça il y a 2, 3 mois, alors que je suis infopreneur et entrepreneur et chef d'entreprise depuis des années maintenant. Et je découvre ça à peine maintenant. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de tomber sur votre X et de trouver les choses de suite. Faites. Et après, on verra, vous voyez. Et de faire, ça vous aidera à vous positionner. Mais là, maintenant, je suis en train de me dire, mais vous savez quoi? Je suis gentil et je vais l'assumer. Et je vous emmerde. Et c'est pas gentil de dire ça. Mais de dire, mais ouais, putain, pourquoi est-ce que j'aurais honte d'être gentil? Pourquoi? Voilà. Alors qu'en vrai, c'est une des plus belles vertus. On demande ça à nos enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je vois bien que la mère, quand elle parle à ses enfants, tu as des enfants, j'imagine, Saïda. Oui, non, allez, s'il te plaît, sois gentil, fais ça, s'il te Ouais, plaît. voilà, c'est ça. Ben voilà, on demande et pourquoi? Voilà. Je veux dire pourquoi on le demande et qu'après, finalement, quand on grandit, on demande de plus l'être. C'est une connerie. Je pense que une attitude de gentillesse est une attitude inclusive et une attitude qui est d'accueil. Voilà. Donc, du coup, qui est automatiquement une attitude gagnante, la gentillesse. Alors Ouais. qu'une attitude de méfiance, de perfidie, c'est une attitude, en fait, qui détruit, en fait. Donc, c'est pas bon. En revanche, moi, je veux créer des gentils qui sont capables aussi d'avoir la lucidité de voir ce genre de choses et de savoir rester dans leur droite ligne de gentillesse tout en sachant éviter les pièges qu'on peut leur tendre. Parce Ouais. que être gentil, c'est pas être forcément un bisounours ou alors un bisounours malin. Et ça, c'est possible de Si je l'être. peux juste, par rapport à ce que tu viens de dire sur la gentillesse, tu avais effectivement fait un petit live sur Facebook. Et
mon chéri, parce que je suis une gentille, un peu beaucoup sensible, et on m'avait fait mal. Et forcément, même si au fond on espère que, au moment où ça se produit, ça fait mal. On est des êtres humains, j'ai eu mal. Et mon chéri m'avait dit, il faudrait que tu sois moins gentil, deviens un peu plus dur, parce que tu vas encore en prendre des claques. Et là, je lui ai dit, mais tu sais quoi, j'ai pas envie d'être plus dur. J'ai pas envie de m'abaisser au niveau de ces personnes qui ont calculé en sachant très bien ce qu'elles cherchaient à obtenir, qu'elles n'ont pas obtenu, et donc elles ont montré peut-être leur vrai visage que j'ai peut-être soupçonné, mais que, étant gentille, j'essaye toujours de voir plus loin et de laisser les portes ouvertes. Je n'ai pas envie de les fermer tout de suite. Et donc je lui ai dit, j'ai pas envie de devenir comme ces personnes-là. Je suis gentille, et je vais rester gentille, je ne vais pas m'abaisser à ce niveau-là. C'est juste chercher peut-être une façon de mieux recevoir les coups. À la limite, Voilà. un boxeur pour les éviter, sauter sur les pieds. Mais je reste comme je suis parce que c'est ce que je suis et j'ai pas envie de changer. Et je salue une attitude comme la tienne parce que pour moi, c'est être un être de lumière que de faire ça. Et de pas s'abaisser à ce genre de choses. Et de se dire, putain, mais merde. Ouais. Et vous savez quoi? On a le droit d'être gentil et d'être con parfois. Et Aussi. c'est comme ça. Moi, des fois, je suis très con. Il faut le savoir. Et pourtant, je pense que généralement, plutôt dans ma vie, je suis plutôt quelqu'un de gentil. Vous voyez? Parce que c'est toujours pareil. On va toujours pouvoir me choper sur un truc. Ouais, Yannick, tu dis que t'es un gentil, mais machin, truc. Mais ouais, mec. Sauf que moi, c'est un point de mire. C'est ma vision d'excellence. J'ai envie d'être un vrai gentil, de rester authentique, de rester Voilà. dans toutes ces valeurs que peut véhiculer la gentillesse, de générosité, de tout ça. J'ai envie de rester là-dedans, mais à la fois me respecter parce que je pense que la première personne avec qui je dois être gentil, c'est moi-même. Et ça, voilà. Ah oui, mais c'est égoïste. Quand on est dans l'avion et que On doit mettre le masque. pour le masque à oxygène, c'était Important. un animateur célèbre de télévision que j'avais entendu dire ça. Je trouvais ça juste génial. Le Frédéric Lopez. Oui, Frédéric Lopez, je crois qu'il s'appelait. Et il dit, en fait, mais oui, c'est d'abord toi, mais oui, parce que si tu t'aides pas toi, tu vas pas pouvoir aider les autres. Voilà. Je parlais ce matin avec mon coach sportif qui est travaille au TFC, donc c'est l'équipe de foot toulousaine. Et quand on travaille au TFC, c'est quand même un très haut niveau, même si l'équipe est pas extraordinaire, c'est quand même très haut niveau. Et il me disait qu'il était super ambitieux. Je lui disais, mais et à la fois, quand une forte contribution, il se faisait critiquer par ses collègues parce qu'il était trop ambitieux. Et je lui disais, mais Emery, c'est le fils d'Isabelle Colkins que tu connais peut-être, Oui. aussi une des fondatrices de la journée de l'audace. Et je lui disais, mais Emery, il me disait, moi, de toute façon, ça les regarde, je m'en fous, moi, je reste dans mon ambition et tout ça. Et c'est un mec qui est d'une gentillesse et dans une forte contribution. Et qui est compris aujourd'hui comme étant quelqu'un d'ambitieux et donc, du coup, de perfide et de machin et de trucs. J'ai dit, mais Emery, quand tu toucheras 20 000 euros par mois, tu disais que tu pourras te permettre, en fait, d'aider les personnes qui te critiquent aujourd'hui ou de monter des projets qui sont plus grands que toi ou autres. À ce moment-là, en fait, tu te rendras compte que c'est juste ce que tu es en train de faire et ton ambition. Mhm. Tu as le droit d'être gentil et d'être ambitieux. Tu as le droit d'être gentil et par moment aussi de pas être parfait et de faire comme tu peux. Ça me fait penser, tu sais, aux 4 accords Toltec, faites comme vous Oui. pouvez. Je crois que le dernier, je crois que c'est faites de votre mieux, je crois. Ben ouais, Mhm. on fait de notre mieux, quoi. Mais par contre, on a ce focus-là de se dire, je vais être gentil. Et donc, du coup, j'ai envie de créer ce mouvement-là, mais il y a quelques années en arrière, j'avais aucune idée de ça. Et pourtant, j'ai toujours eu ça en moi. Comme quoi, des Mhm. fois, c'est des choses que tu as sous ton nez que tu ne vois pas. Donc, Ouais. le MCU, donc, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui me rend unique? Ben, c'est quelque chose, en tout cas, qui est un exercice qui m'a beaucoup aidé pour me lancer dans mon entreprise et pour me dire, D'accord. ben, tiens, je veux me lancer, je veux faire ça. Voilà. Très bien. Euh, Ce que je souhaite aussi aborder avec toi, c'est quels sont les personnages réels, fictifs qui ont pu t'inspirer depuis jeune jusqu'à aujourd'hui. Je pense mes parents, je pense ma mère de par sa gentillesse, de par son côté. Ma mère est quelqu'un de pétillant. Elle est d'une gentillesse. C'est pas quelqu'un qui est dans les affaires. Elle s'en fout un peu. C'est une chanteuse, une artiste. C'est quelqu'un qui est voilà, mais elle est d'une bonté, ma mère, et d'une fraîcheur, d'un pétillant qui fait que elle transporte le bonheur avec elle en fait et elle le distille aux autres. Et ça, je crois que c'est ce qu'elle m'a offert.
Et c'est un des plus beaux cadeaux d'inspiration qu'elle ait pu me faire. Mon père, lui, ça va plus être sa capacité d'analyse. C'est quelqu'un qui sait très bien analyser les choses, qui est un ingénieur, tu vois, quelqu'un qui a cette réflexion mentale et qui est très intelligent en fait, qui est dans qui va analyser les choses, qui va comprendre vite les choses. Et tu le mets quelque part, il a une faculté d'adaptation monstrueuse. Voilà, il a peur de rien, il va tenter les choses, il les fait, il se plante et boum. Après, voilà, il a cette sorte de combativité et cette intelligence, cette capacité d'analyse qui m'a, je pense, aussi transmise. Donc, ça, je pense que ce sont les deux premières personnes qui m'ont inspiré. Après, j'ai un de mes oncles aussi qui m'a inspiré parce que c'était quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et donc, du coup, c'est lui qui m'a donné ce goût de l'humour et tout ça. Donc, il regardait Benny Hill à l'époque, Louis de Funès, des choses qui sont très vieilles et très ringardes aujourd'hui. Oh Mais non, moi, non. moi, j'adore toujours déjà. Et puis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. En tout cas, moi, mon oncle m'a inspiré à vouloir faire rire les gens et leur donner du bonheur. Et donc ça, voilà, mon oncle Franck, que je salue d'ailleurs, qui regarde certainement pas ce que je fais, parce qu'il est, je pense, voilà, il réussit pas trop, mais voilà, en tout cas, c'est, je pense, les premières personnes qui m'ont inspiré. Mhm. Après, il y a eu les premières personnes avec qui j'ai travaillé, qui étaient des brillants vendeurs, des commerciaux hors pair, qui m'ont appris beaucoup de choses. Après, il n'y a pas tellement de personnages célèbres qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. J'ai Anthony Robbins qui m'a au début tellement décoiffé au travers de ce qu'il propose. Et puis, surtout, on l'a beaucoup perverti, Anthony Robbins, par rapport à ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui est vraiment très droit dans son intention. Tu vois, c'est quelqu'un qui perd pas son intention de vue. Lui, ce qu'il veut, c'est éliminer la souffrance de tous les gens qu'il croise. Et il veut éliminer la souffrance de tous les gens. Et donc, ces séminaires sont tous axés là-dessus. On a essayé de copier du Anthony Robbins en France par plein de personnages qui ont voulu copier ça, qui sont arrivés plus ou moins bien. Mais Anthony Robbins reste Anthony Robbins. Mhm. Voilà. Et Anthony Robbins, il a beau avoir tout l'aura qu'il a, il est milliardaire aujourd'hui ou autre, il mérite ça parce qu'il a une intention tellement forte d'aider les autres que juste il est indéboulonnable pour moi par rapport à ça. Donc voilà, Anthony Robbins pour ça. Après, il y a des gens qui sont devenus des amis. Par la suite, il y a évidemment Michel Poulart par rapport à son talent de conférencier qui m'a beaucoup donné envie de faire de la conférence. Il y a Martin Latulippe qui est devenu un ami aujourd'hui. Il y a David Lefrançois qui est mon associé aujourd'hui avec qui je travaille. Donc ça aussi, c'est pas avoir peur de travailler avec les personnes qui vous inspirent aussi. Si vous avez les reins suffisamment solides pour travailler avec ces gens-là, leur proposer des choses, ça coûte cher, mais je vous assure que ça, on y gagne. Voilà. Voilà, toi à ta manière, tu m'inspires aussi, Aïda, tu vois, parce que tu as cette combativité, tu as tout ça, donc tu m'inspires aussi beaucoup, tu vois, par rapport à ta combativité, par rapport à ton éducation, par rapport à ton perfectionnisme, par rapport à ton envie de bien faire les choses, par rapport à ta gentillesse, à ta belle intention au travers de ce que tu proposes. Ben, je trouve que ça a de la valeur, ça. Ça a beaucoup de valeur et moi, ça m'inspire parce que quand je te vois, je me dis, putain, je fais pas ça pour rien, quoi. On a des gens, en fait, j'ai des coéquipiers, des frères des guerriers de lumière avec moi qui sont là aussi pour distiller cette bonne parole. Et ça, moi, ça m'inspire beaucoup. Euh, Mhm. voilà, beaucoup de gens m'inspirent. Après, moi, j'ai une faculté aussi à beaucoup voir et je crois que c'est quelque chose que je peux vous conseiller. C'est de voir le potentiel des gens. Ne pas voir C'est comme ils ça. sont aujourd'hui, mais voir leur potentiel. Voir, tiens, comment cette personne, elle, elle peut devenir. Aujourd'hui, elle est à un niveau, mais Mhm. quelle est la perspective de cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut devenir? Et quand vous le voyez avant elle, parce que souvent c'est le cas, parce qu'on a cette bonne éducation, on a cette humilité, on a ce manque de confiance en soi, s'il vous plaît, dites-le lui. Parce que le fait de le lui dire, ça va le déclencher en elle. Et ça va lui permettre de dire, putain, tu vois ça en moi, toi? OK. Et boum, ça va créer sa réalité. Et vous allez l'aider à accélérer. Voilà. Mhm. Et donc, du coup, c'est important. Et peut-être que dans ce chemin-là, vous allez avoir des gens en qui vous croyez, qui vont faire partie de votre équipe. Et Mhm. c'est super. Et vous allez créer en fait quelque chose ensemble. C'est top. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des grands noms pour être inspiré et que c'est Non, souvent proche de soi que se trouvent les éléments déclencheurs bien d'une sûr. nouvelle vie, d'une nouvelle vision. Bien sûr. J'ai discuté récemment avec Vanessa Vimon, qui est quelqu'un qui Oui, m'inspire.
aussi, que tu connais. Et Vanessa, elle avait une réflexion qui était juste géniale, en fait, sur devenir la meilleure version de soi-même. Mhm. Et en fait, dans cette quête de vouloir être la meilleure version de soi-même, de vouloir, ouais, je veux être milliardaire, je veux être machin, parce qu'on te dit, il faut voir grand, il faut voir machin, ça et tout. En fait, finalement, on s'enferme dans autre chose. On s'enferme dans une espèce de diktat de la richesse financière, dans un diktat. Et du coup, le fait de courir après ça, ça nous rend malheureux. Parce qu'on court tellement après ça que du coup, on n'est plus, en fait, attentif à ce qui se passe autour de nous, en fait. Et dans Ouais. le, ouais, deviens la meilleure version de toi-même et deviens millionnaire et il gagne 10 000 euros en 24 heures et machin et trucs et bidules. Quand on est dans cette course-là, en fait, on en vient à courir après une espèce de chimère qui fait qu'au final, en fait, on n'est même plus ça nous pousse, en fait, ne va même plus être aligné sur notre X. Voilà. Ça nous pousse, en fait, à vouloir chercher autre chose ailleurs, voir quelqu'un qui brille très fort là-haut. Oh mon Dieu, tu es beau, tu es magnifique, tu es incroyable, je veux devenir comme toi. Et voilà. Et en fait, on se trompe là-dedans. Et Vanessa avait cette réflexion que je trouve très juste. Et d'ailleurs, c'est un de ses boulots, en fait, de repositionner les gens sur ce pourquoi ils sont réellement faits. Mhm. Et une fois que tu as récupéré cette intention, tu as récupéré ça, que tu es actuel ou autre, après, tu le marketes. Mets le marketing au service d'un projet fort, mais ne mets pas le marketing à ton service à toi. Parce que là, aujourd'hui, avec toutes les formations marketing qui existent, et j'en ai une, je suis la Neurobusiness School ou autre, mais ce qu'on a de différent dans la Neurobusiness School, c'est qu'on t'apprend d'abord à aller te chercher à toi. D'abord à toi. Et après, tu mets le marketing au service de ça. Mais d'abord, toi, qu'est-ce que tu as à livrer, à proposer? Positionne-toi sur ton X, ou en tout cas, essaie d'être pas trop loin de ton X, sur quelque Ouais. chose qui t'anime, qui te stimule, et après, fais du marketing pour faire vendre les choses. Mais aujourd'hui, on voit trop de marketing vide, des coquilles vides. On te vend des trucs géniaux, machin, t'achètes, et puis dedans, ben voilà, on te vend des solutions toutes prêtes pour voilà des packs en fait pour faire vendre un truc. Pardon pour la coupure. Des packs en fait avec des solutions miracles. Et puis en fait, ces solutions miracles, tu t'aperçois qu'elles marchent pour tous les tout premiers qui choisissent, qui les prennent, mais après elles fonctionnent plus parce qu'en fait ça n'a pas de sens. Ça manque de sens en fait tout ça. Et donc du coup, tu as des gens qui vendent ces packs là, ben, et après ils en vendent d'autres. Et du coup, ils sont dans une logique de faire de l'argent. Ils sont pas dans une logique d'apporter. Tu peux faire de l'argent et en faire massivement, mais tant que le sens et ce que tu as à apporter a du sens pour les gens. Parce que si tout le monde fait la même chose, après, ben, faut pas se leurrer. Les gens en face, ils savent aussi. Et ils voient ceux qui achètent, ils achètent à un, puis à l'autre, après ils disent, mais j'achète plus. Parce que c'est la Ouais. même chose. C'est la même chose qu'on propose. Donc, c'est Donc, nul. je vais un peu tenter de résumer. Les gens cherchent à briller, mais il faut donner du sens. Ce que tu viens de dire, c'est d'abord donner du sens à ce que l'on fait. D'abord être ici et maintenant et se connaître soi, Ouais. quelles sont ses valeurs, quelles sont ses compétences, avant de chercher à l'extérieur et de vouloir faire comme les autres. Ne pas se comparer aux autres de Non. manière, oh, il gagne 10 000 euros en une journée, moi aussi je veux ça. D'abord, peut-être que la personne qui gagne 10 000 euros par journée a travaillé pour y arriver. Ça, c'est peut-être une des options, une des possibilités. Mais au-delà de ça aussi, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te rend vivant? Donc, c'est super important de revenir ici et maintenant à soi, apprendre à se connaître et savoir pourquoi on veut faire tout Mm. ça. Quelle est Et notre ce qu'on peut, intention? et ce pourquoi ce sur quoi en fait on doit contribuer. Et je suis désolé, c'est super bien résumé, mais je suis désolé si vous attendiez en fait à ce que je vous dise, ben, vous êtes fait pour ça ou pour ça, mais chacun en fait a sa propre unicité de par votre expérience ou autre, et juste trouver ce qui vous permet de contribuer un maximum aux autres. Peut-être que de contribuer, c'est juste de mettre en connexion des gens. C'est peut-être juste ça. Et c'est OK. Et peut-être quelle réalité économique on peut mettre derrière? Le marketing s'en occupe. Voilà. Voilà, le marketing aussi, tu en as parlé, qui vient contribuer à véhiculer ton message. On parle beaucoup dans le développement personnel de la fameuse mission de vie, en pensant que ça doit être nécessairement et obligatoirement quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être juste être la personne que l'on est, parce que avec le sourire qu'on va avoir aujourd'hui dans la rue, on va empêcher quelqu'un
je ne sais pas, de commettre une bêtise, ou ça peut être juste ça la mission de vie. On n'a pas besoin d'être milliardaire, d'être reconnu, réputé, célèbre. Ça peut être maman, papa, ça peut être juste être parent, à Faites, donner les faites à ce que ses vous avez enfants. à faire. Faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que vous sentez au fond de vous, je sais qu'au fond de vous, vous ressentez ou vous savez au fond de vous que ce pourquoi vous êtes fait. Simplement, c'est le parasite qui est à l'extérieur, en fait, de dire ah, je veux plus d'argent, je veux une voiture plus grande, je veux un machin, un truc, voilà. Et vous savez quoi, quand vous trouvez vraiment votre X, quand vous trouvez ce pourquoi vous êtes vraiment fait, en fait, ce qui se passe après, c'est que l'abondance, elle arrive. Mais c'est fou, mais c'est bizarre hein, ce que je vous dis là. Mais si vous trouvez voilà ce pourquoi vous pouvez apporter ou autre à votre manière, ce pourquoi vous pouvez apporter votre lumière et l'écho que vous pouvez apporter aux autres, au bout d'un moment, quand vous avez trouvé ça, que vous avez identifié ça, vous dites mais ok, maintenant que j'ai ça, je sais que c'est ce avec quoi je peux contribuer. Comment est-ce que je peux maintenant le packager et le vendre ça? Et ça, c'est mon job. Venez à la Neuro Business School, tout ça. Après, c'est bon, on va vous aider à essayer de le trouver, ce truc-là. Mais encore une fois, on n'est pas des magiciens parce que c'est un travail personnel. On va vous donner des outils comme ce que je vous donne là. Là, je vous donne des outils pour arriver à trouver votre X ou autre et je ne fais aucune rétention d'infos. Ce que vous trouvez là, vous le retrouverez dans la NBS aussi. Mais peu importe. Euh, euh, bon, après, on n'a qu'une heure, là, enfin, trois quarts Oui, d'heure. on Donc, arrive à voilà. la fin. Je peux pas, voilà, mais ceci dit, une fois que vous avez trouvé ça et que en tout cas, que vous avez une idée d'à peu près ce que vous voulez faire, après, on peut essayer de le vendre, on peut essayer de faire quelque chose avec pour que vous puissiez trouver une réalité économique, le vendre et pour après faire quelque chose de grand avec. Mais, et tout le monde y a droit à ça. Voilà. Mais peut-être que c'est pas être milliardaire, peut-être que c'est pas être millionnaire. Vous savez, moi, je suis pas millionnaire, hein. Voilà, mon entreprise, elle fait des sous, mais voilà quoi, elle me fait vivre. J'ai une belle vie comme j'ai envie d'avoir. Je pense que l'univers me donne ce que j'ai besoin. C'est cool, mais la mission, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je fais. Pas la mission, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça comme si vous aviez qu'une seule mission parce que votre mission, elle peut changer aussi au long de votre vie. Mais parce que je sais qu'ils ont dit, oh, j'ai pas ma mission, comment je fais? Fais et puis tu verras. Tu vois, tu vas la trouver peut-être sur le chemin. Mais c'est juste de se dire fais ce que j'ai à faire, comment est-ce que je contribue, comment je peux aider et est-ce que c'est facile pour moi d'aider. Et si vous êtes là-dedans, petit à petit, vous allez pouvoir aider de plus en plus et mettre une réalité économique derrière aussi. Parce que l'argent, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas avoir honte d'en vouloir aussi. Mhm. Oh, j'en Mais parle. comme je disais, on arrive à la fin et on a même un petit peu dépassé, mais encore une fois, ce sont des sujets tellement intéressants, tellement passionnants. Et quand on a des personnes inspirantes, on est là et le temps passe. C'est assez incroyable. Alors, je vais te proposer de donner le mot de la fin. Moi, je vais saluer les capitaines. Je les remercie d'avoir été présents. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre inspirante. Et Yannick, je te laisse le mot de la fin. Bah, écoutez, les capitaines, je suis vraiment ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Je te remercie, Saïda, de m'avoir invité très fortement. Voilà, je vais pas vous dire allez sur mon site ou autre. Vous y allez si vous avez envie. Voilà, si ça vous inspire, vous likez si ça vous plaît. Voilà, mais je vais pas vous dire likez absolument. Voilà, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous voyez les vidéos que j'ai pas mises à jour depuis 2 ans, mais j'ai pas mal de contenu. Ben, vous y allez si ça vous plaît, si ça peut vous apporter, ce sera mon plus beau des cadeaux. Que vous likiez, que vous ne likiez pas, que vous commentiez, que vous ne commentiez pas, c'est ok. J'ai pas envie de rentrer là-dedans non plus. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a du contenu gratuit qui est à votre disposition me concernant. Je vais en sortir d'autres encore. Voilà. À côté de ça, j'ai évidemment des produits que je vends sur Internet. Si ça vous inspire, si vous en avez les moyens, venez. Et puis, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai à la Neuro Business School sur candidature irrésistible ou sur d'autres. Enfin, si vous êtes à la Neuro Business School, il y a candidature irrésistible inclus dedans. Donc voilà. Voilà, les lancements, c'est chaque fin d'année. Donc, si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Mais comme je vous dis, faites voilà en fonction de votre cœur. Voilà, j'espère que ça vous aura donné matière à réflexion cet échange que j'ai eu avec Saïda. Et je crois que voilà, je vous souhaite que le meilleur et de réussir de trouver votre X et puis de contribuer un maximum à rendre ce monde meilleur et plus beau. Voilà, et soyez des gentils et des vrais gentils. Mais je pense que si vous êtes des capitaines de Saïda, il y a une base plutôt gentille chez vous. Et soyez-en fiers. Voilà, Yannick, je te dis au revoir et à bientôt les capitaines. Bye À bye. bientôt. Merci à tous. Salut, ciao.